Mariée à 12 ans, enceinte à 13 ans, d'une enfant brisée à la femme la plus puissante d'Angleterre. Vous avez 12 ans et vous ne comprenez pas encore que votre corps ne vous appartient pas. Nous sommes en 1443, et vous vous trouvez dans la grande salle du château de Bléau, observant des hommes vêtus de velours et de fourrures somptueuses discuter de votre avenir comme si vous étiez un maire prestigieux au marché. Vous vous appelez Margaret Buffett, et bien qu'un sang noble coule dans vos veines, vous apprenez que la lignée ne signifie rien quand on est femme dans un monde gouverné par des hommes qui voient les filles comme des pièces de monnaie à dépenser. Les joncs sous vos pieds sentent la menthe et le romarin, fraîchement semés ce matin pour masquer l'humidité hivernale qui s'infiltre à travers les murs de pierre d'1 mètre d'épaisseur. La lueur des bougies scintille sur les visages des seigneurs et des évêques qui parlent à voix basse et pressante d'alliance et d'héritage, leur souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Vous resserrez votre manteau de laine autour de vos épaules, mais le froid que vous ressentez n'a rien à voir avec le temps. Votre tuteur, William d'Épole, duc de Suffolk, vous fait un geste de la main annelée qui reflète la lueur du feu. La jeune fille apporte des biens substantiels, dit-il, sa voix portant l'autorité d'un homme qui n'a jamais douté de son droit de décider du sort d'autrui. Son héritage comprend des terres dans le Somerset, le Devon et le Dorset. Une alliance matrimoniale assure désormais ses biens à notre cause. Vous voulez lui demander de quelle cause il parle, mais les filles de 12 ans n'interrompent pas les hommes puissants. Au lieu de cela, vous observez le visage de John d'Épole, le fils de Suffolk, qui deviendra votre mari avant la fin du mois. Il a peut-être 14 ans, encore dégingandé par la jeunesse, ses mains trop grandes pour ses poignets. Il vous jette un rapide coup d'œil, puis détourne le regard, comme si votre vue le gênait, avant de se plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance. Si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Margaret Buffett est née en 1443 après Jésus-Christ dans un monde où sa propre existence était à la fois une bénédiction et une malédiction. Fille et unique héritière de John Bowett, duc de Somerset, elle portait dans sa lignée un droit au trône d'Angleterre qui allait façonner chaque instant de sa vie. La lignée Buffett descendait de Jean de Gand, duc de Lancastre, et de sa maîtresse Catherine Swynford, une histoire d'amour qui avait été légitimée par le mariage et un décret royal, bien que la tâche de « bâtard » suivrait à jamais leurs descendants comme une ombre. Alors que Marguerite n'avait que 6 mois, son père mourut, la laissant parmi les héritières les plus riches d'Angleterre. Au XVe siècle, ce n'était pas un cadeau, mais un fardeau. Les orphelins fortunés devenaient pupilles de la couronne, leur mariage étant arrangé pour servir les intérêts politiques de celui qui détenait le pouvoir. La tutelle de Margaret fut confiée à William d'Épole, duc de Suffolk, un homme qui comprenait que contrôler le mariage d'une enfant revenait à contrôler son héritage. La grande salle, où Margaret, alors âgée de 12 ans, se tient aujourd'hui, a été le théâtre d'innombrables négociations de ce genre. Les murs, construits en calcaire gris extrait des collines locales, ont absorbé des décennies de conspirations murmurées et de revendications criées. Des tapisseries représentant des scènes de chasse nobles sont suspendues entre les fenêtres, leurs fils délavés mais représentant toujours des seigneurs à cheval poursuivant des cerfs à travers des forêts peintes. L'ironie n'échappe pas à Margaret. Même à 12 ans, elle aussi est une proie traquée par les chasseurs. La voix de Suffolk continue, énonçant les termes du contrat de mariage comme si Margaret ne se tenait pas à 1 mètre de distance. La cérémonie aura lieu à Bléau dans les 15 jours. Les terres de la jeune fille seront administrées par ma maison jusqu'à sa majorité. Ce qu'il ne dit pas, mais que tout le monde dans la salle comprend, c'est que cet arrangement garantit à la famille de Suffolk le contrôle de l'immense fortune de Margaret pour les années à venir. Les joncs crépitent sous les pas agités tandis que les hommes réunis acquiescent. Margaret sent le doux parfum des herbes pourries mêlées aux senteurs plus terreuses de la laine et des corps sales. Même les nobles de 1443 après Jésus-Christ se baignent rarement, et la grande salle conserve l'odeur accumulée par une douzaine d'hommes ayant chevauché avec acharnement dans la boue hivernale pour assister à cette négociation. John d'Épole, le futur époux de Margaret, s'agite,
mal à l'aise, près de la grande cheminée. Les flammes projettent des ombres dansantes sur son visage, révélant l'incertitude qu'il tente de dissimuler. À 14 ans, il est un pion dans ce jeu au même titre que Margaret, même si son sexe lui confère l'illusion d'un pouvoir. Il héritera des titres et des terres de son père. Elle lui transmettra simplement les siens lors de son mariage, comme l'exige la loi. La cérémonie de mariage a lieu un matin de février, lorsque le givre recouvre le sol comme des perles éparpillées. Margaret porte une robe de soie bleu profond, la couleur de la royauté, bien que le tissu lui procure une sensation étrange sur la peau. La robe a été taillée pour épouser sa silhouette frêle, mais le poids de la soie et la coiffe élaborée lui donnent l'impression d'être une enfant jouant à se déguiser avec les vêtements de sa mère. La chapelle de Bléau est petite et froide, avec ses murs de pierre qui semblent absorber le son et la lumière. Des bougies scintillent dans des appliques en fer, projetant des ombres ondulantes qui donnent l'impression que les saints peints sur les murs bougent. Margaret s'agenouille sur le sol de pierre, les genoux déjà douloureux à travers le fin tissu de sa robe, et prononce les mots latins qui la lieront à un garçon qu'elle connaît à peine. Ego Johannes a Margarita Minucura Macipio, récite John, la voix légèrement éraillée sur les syllabes inconnues. Moi, John, je te prends, Margaret, pour épouse. Les mots résonnent dans l'espace restreint, liant son avenir au sien avec une finalité qui lui retourne l'estomac. Margaret répond par ses propres vœux, la voix plus ferme que ses mains. Ego Margaret atimem in marital macipio, I Margaret take you John to be mon mari. Les mots ont un goût de cendre dans sa bouche, mais elle les prononce clairement, car elle a été formée dès sa naissance à accomplir son devoir, quels que soient ses sentiments. Le mariage est consommé la nuit même, bien que les deux enfants soient trop jeunes pour comprendre ce qui leur arrive. Le droit médiéval exigeait la consommation du mariage pour le valider, mais reconnaissait également que les enfants ne pouvaient donner un consentement valable. Cette contradiction à un mariage pouvant être à la fois légal et préjudiciable allait définir une grande partie de la jeunesse de Marguerite. Dans les mois qui suivent, Margaret commence à comprendre la réalité de sa situation. Elle vit chez les Delol, où elle est traitée avec le respect dû à son rang, mais avec la même surveillance que les biens de valeur. Chaque aspect de sa vie est supervisé et réglementé. Elle ne peut voyager sans autorisation, ne peut correspondre avec personne en dehors de la maisonnée, ne peut prendre de décisions concernant ses terres ou ses revenus. La transformation de l'enfance en objet politique devient particulièrement évidente lors des repas dans la grande salle. Margaret est assise à la table d'honneur aux côtés de son jeune époux, coiffée des coiffes raffinées et des riches étoffes qui marquent son statut. Mais elle n'a pas le droit de parler, sauf si on lui adresse directement la parole. Elle observe les adultes qui l'entourent discuter de questions d'État, de campagnes militaires et d'alliances politiques, toujours consciente que son avenir dépend des décisions des autres. La nourriture elle-même témoigne d'une histoire de hiérarchie et de contrôle. Margaret se voit servir des morceaux de viande de choix et des épices exotiques qui témoignent de la richesse de sa famille, mais elle ne peut choisir ni quoi manger ni quand. Les domestiques lui apportent des portions prédéterminées à des heures prédéterminées, tout comme il gère tous les autres aspects de sa routine quotidienne. Même son régime alimentaire ne lui appartient pas. Durant ces mois, Margaret commence à faire preuve de l'intelligence et de la détermination qui feront d'elle l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire anglaise. Elle écoute attentivement chaque conversation, enregistrant des informations sur les alliances politiques, les stratégies militaires et le réseau complexe de relations qui régissent la noblesse. Elle apprend à déchiffrer les signes subtils du pouvoir, quels seigneurs inspirent un véritable respect, lesquels reposent sur la peur et lesquels ne sont que des figures décoratives portées par d'autres. L'année 1444 apporte une nouvelle qui changera à jamais la vie de Margaret. John Deol, son mari de 14 ans, meurt subitement d'une fièvre. Les archives officielles ne fournissent aucun détail sur sa maladie, précisant seulement qu'il est décédé dans la propriété familiale de Suffolk. Margaret, aujourd'hui veuve à 13 ans, se retrouve dans une situation à la fois libératrice et terrifiante. En droit anglais, le mariage de Margaret avec John Depol n'avait jamais été pleinement consommé au sens juridique du terme. Ils étaient tous deux trop jeunes pour que le mariage soit considéré comme complet. Ce détail technique signifie que l'héritage de Margaret lui reste propre et n'est pas transmis à la famille de son défunt mari.
Elle est redevenue l'une des héritières les plus riches d'Angleterre et peut à nouveau se marier. La nouvelle de la mort de Jean parvient à Marguerite d'une manière qui révèle la cruauté naturelle de sa situation. Elle est assise dans le solarium, la chambre privée où les femmes nobles passent leur journée, travaillant à une nappe d'autel brodée sous la supervision de ses suivantes. L'aiguille qu'elle tient à la main crée de minuscules points précis en fil de soie, un travail délicat qui témoigne à la fois de sa noblesse et de sa formation aux arts ménagers. William d'Epole entre dans la chambre sans cérémonie, le visage grave mais le regard calculateur. « Votre mari est mort », lui dit-il d'une voix dénuée de chaleur et de réconfort. La fièvre l'a emporté cette nuit. L'aiguille de Margaret s'arrête au milieu du poing, mais elle ne lève pas les yeux de son ouvrage. Elle a appris que montrer ses émotions devant des hommes puissants est dangereux. Cela révèle des faiblesses qu'ils peuvent exploiter. « Je vois », dit-elle doucement, poursuivant sa broderie d'une main assurée. Le fil est d'un or profond, la couleur des insignes royaux, et chaque point représente des heures d'entraînement aux techniques jugées appropriées aux femmes nobles. Margaret est devenue experte dans ces petites tâches précises, tout comme elle a appris à maîtriser soigneusement ses pensées et ses émotions. Suffolk observe sa réaction avec l'attention d'un marchand évaluant une marchandise. Le sang-froid de Margaret l'impressionne. Elle fait preuve d'une maîtrise de soi qui la rendra précieuse lors de futures négociations. Une jeune fille qui apprend la mort de son mari sans pleurer ni s'évanouir est une jeune fille à qui l'on peut faire confiance pour se comporter convenablement dans n'importe quelle situation politique. Tu resteras dans cette maison jusqu'à ce que d'autres arrangements soient pris, poursuit Suffolk, son ton indiquant clairement que ces arrangements seront pris sans tenir compte des préférences de Margaret. Votre deuil sera observé naturellement, mais pas prolongé inutilement. Margaret hoche la tête, comprenant les implications. Son deuil durera exactement le temps qu'il faudra à Suffolk pour négocier son prochain mariage. Elle a 13 ans, est mariée et veuve, et est sur le point d'être vendue à nouveau pour servir les intérêts politiques d'hommes qui la considèrent comme un atout précieux plutôt que comme un être humain. Les mois de veuvage de Margaret lui offrent un bref avant-goût d'une relative liberté, bien qu'elle reste sous l'emprise de Suffolk. Elle passe ses journées à étudier, avec des tuteurs qui lui enseignent le latin, le français et les bases de la gestion immobilière. Ces cours ne visent pas à la préparer à l'indépendance. Les femmes de sa classe sociale ne sont jamais vraiment indépendantes, mais à faire d'elle une épouse plus précieuse pour son prochain mari. Margaret se révèle être une élève exceptionnelle, faisant preuve d'une vivacité d'esprit et d'une soif d'apprendre qui surprennent ses professeurs. Elle maîtrise le latin avec une aisance intellectuelle remarquable, ce qui lui permet de lire textes religieux et documents juridiques dans leur langue d'origine. Son français, élégant et raffiné, la distingue des autres, apte à participer à la diplomatie internationale qui façonne les mariages nobles. Plus important encore, elle commence à comprendre les mécanismes financiers complexes qui régissent son héritage. Les livres de comptes détaillant les avoirs de Margaret révèlent l'étendue réelle de sa fortune. Elle possède des milliers d'hectares de terres agricoles productives, générant des loyers qui lui procurent d'énormes revenus annuels. Ces domaines comprennent non seulement des terres agricoles, mais aussi des ressources précieuses comme des carrières de pierre, des forêts et des droits fluviaux pour l'exploitation de moulins et de pêcheries. La valeur totale de son héritage fait d'elle l'une des personnes les plus riches d'Angleterre, tous sexes confondus. Cette richesse a cependant un prix que Margaret commence à comprendre. Chaque acre de terre qu'elle possède, chaque livre de revenus annuels que ces domaines génèrent, la rendent plus précieuse en tant qu'alliance politique. Son héritage est indissociable de son corps. Épouser Margaret, c'est prendre le contrôle de ses terres. Elle ne peut refuser le mariage sans perdre tout ce qu'elle a hérité de son père. La réalité de la situation de Margaret apparaît clairement lors d'une conversation avec sa mère, Margaret Beauchamp, qui visite le château de Bléau au printemps 1445. Les deux femmes sont assises dans le jardin d'herbes aromatiques du château, où les premières fleurs commencent à éclore malgré la fraîcheur persistante. Le jardin offre une rare occasion de conversation privée, loin des oreilles des serviteurs et des courtisans qui rapportent chaque mot à Suffolk. Margaret Beauchamp est une femme qui a survécu à ses propres mariages arrangés et manœuvres politiques. Elle regarde sa fille de 14 ans avec un regard à la fois amoureux et résigné. « Tu dois comprendre, dit-elle d'une voix basse et pressante,
que ton héritage est à la fois ta force et ta chaîne. Les terres que ton père t'a laissées t'apporteront richesse et influence, mais elles t'empêcheront aussi de choisir ta propre voie. La jeune Margaret écoute attentivement, les mains jointes sur ses genoux, dans la posture d'obéissance attentive qui lui a été inculquée depuis son enfance. Mais son esprit est en éveil, assimilant les implications des paroles de sa mère. Elle commence à comprendre que sa richesse la rend puissante à certains égards, mais totalement vulnérable à d'autres. Que se passerait-il si je refusais de me marier, demande Margaret, même si elle se doute déjà de la réponse. L'expression de sa mère confirme ses craintes. Ta tutelle serait vendue à un autre seigneur, qui aurait le droit de te forcer à te marier ou de confisquer tes terres en guise de punition pour désobéissance. Margaret Beauchamp explique, l'héritage d'une femme n'existe que tant qu'elle obéit aux hommes qui la contrôlent. Refuser de se marier, c'est se rebeller contre l'ordre naturel. Les rebelles perdent tout. La conversation se déroule au bord d'un lit d'herbes aromatiques, lavande, romarin et thym, dont les senteurs rappelleront à jamais à Margaret ce moment de compréhension. Les fleurs qui les entourent représentent la domesticité et la vertu féminine, mais aussi les limites étroites dans lesquelles les femmes nobles doivent vivre leur vie. Belle, parfumée et parfaitement contenue. L'été apporte la nouvelle du prochain mariage de Marguerite. Le roi Henri VI, influencé par ses conseillers et alliés politiques, a accordé la tutelle de Marguerite à Edmond Tudor, comte de Richmond. Cet arrangement sert de multiples objectifs politiques. Il renforce la position de la famille Tudor à la cour, assure à Edmond les revenus substantiels de Marguerite et crée une alliance entre les factions Lancastre et Tudor qui s'avérera cruciale lors de la prochaine guerre des Deux Roses. Edmond Tudor a environ 24 ans, soit 10 ans de plus que Marguerite. Il est le fils d'Owen Tudor et de Catherine de Valois, veuve du roi Henri V. Ce lien avec la famille royale fait d'Edmond un allié politique précieux, mais aussi un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. On lui a promis la main de Marguerite et le contrôle de son héritage, et il compte bien revendiquer les deux. Les négociations pour le second mariage de Marguerite ont lieu au palais de Westminster à l'automne 1445. Marguerite a maintenant 14 ans, assez âgée pour comprendre les implications politiques de son mariage, mais encore trop jeune pour avoir le droit légal de refuser. Elle se rend à Westminster avec une petite suite, accompagnée de gardes et de serviteurs dont le rôle est de veiller à sa conformité plutôt qu'à son confort. En 1445, le palais de Westminster est un vaste complexe de bâtiments servant à la fois de résidence royale et de siège du gouvernement. La grande salle, où est négocié le contrat de mariage de Marguerite, est l'un des plus grands espaces clos d'Europe. Les murs s'élèvent dans l'ombre, et le sol est recouvert de joncs qui bruissent sous chaque pas. Le bruit des pas résonne dans le vaste espace, rendant toute conversation privée impossible. Margaret se tient près d'un pilier sculpté de motifs complexes, observant les hommes qui décideront de son avenir. Edmund Tudor est grand et puissant, avec l'assurance d'un homme qui n'a jamais douté de son droit à prendre ce qu'il veut. Il parle aux conseillers du roi avec une familiarité naturelle, discutant de l'héritage de Marguerite comme si elle n'était pas présente. Les terres de la jeune fille fourniront des revenus substantiels à notre foyer, dit Edmund, sa voix résonnant clairement dans la salle résonnante. Avec une bonne gestion, le domaine devrait rapporter suffisamment pour soutenir notre position à la cour et financer nos obligations militaires. Il jette un bref coup d'œil à Margaret, l'évaluant comme il évaluerait un cheval prometteur. Elle est jeune, en bonne santé et riche, tout ce qu'un noble peut désirer chez une épouse. Le roi Henri VI, âgé d'accent grave peine 24 ans et présentant déjà des signes d'instabilité mentale qui mèneront plus tard à la guerre civile, approuve le mariage d'un hochement de tête. L'approbation du roi est cruciale, car elle fait du mariage un ordre royal plutôt qu'un arrangement privé. Marguerite ne peut refuser sans commettre une trahison envers la couronne. La cérémonie de mariage a lieu à Bléau-Quéreur au début de l'année 1446, alors que Marguerite a 14 ans. Le rituel est plus élaboré que lors de son premier mariage, en harmonie avec le statut élevé d'Edmond et l'importance politique de l'alliance. Marguerite porte du drap d'or, le tissu le plus précieux qui soit, et un cercle de pierres précieuses qui marque son rang de future comtesse. La cérémonie elle-même mêle solennité religieuse et théâtre politique.
L'évêque de Winchester officie, conférant à la cérémonie toute l'autorité de l'Église. De nobles témoins remplissent la chapelle, leur présence garantissant que le mariage ne puisse être ni remis en question ni annulé. Margaret prononce ses vœux d'une voix claire et posée, ayant appris que manifester réticence ou émotion ne fait qu'alimenter les spéculations sur son aptitude à être une épouse. Les vœux d'Edmund Tudor sont confiants et possessifs. Lorsqu'il passe l'anneau au doigt de Margaret, sa main recouvre entièrement la sienne, rappel physique du rapport de force qui régira leur mariage. L'anneau lui-même est en or massif, serti d'un saphir, magnifique mais si imposant qu'il alourdit la petite main de Margaret. Elle le portera toute sa vie, rappel constant de ce moment où elle a renoncé officiellement à son indépendance. La consommation du second mariage de Margaret a lieu cette même nuit. Et cette fois, nul doute que les participants soient trop jeunes. Margaret a 14 ans, ce qui est considéré comme une adulte selon les normes médiévales, et Edmund est un homme expérimenté qui comprend parfaitement ses prétentions. La rencontre est brève, solennelle et entièrement centrée sur l'établissement de la domination juridique et physique d'Edmund sur sa nouvelle épouse. L'adaptation de Margaret à la vie conjugale avec Edmund Tudor révèle les dures réalités du mariage au XVe siècle, même pour les femmes les plus riches. Elle est désormais comtesse de Richmond, un titre qui lui confère une certaine notoriété sociale, mais aucun pouvoir réel. Toutes les décisions concernant sa vie, ses biens et son avenir sont prises par Edmund, qui exerce son autorité légale avec la confiance désinvolte d'un homme qui n'a jamais remis en question son droit de contrôler autrui. La maisonnée qu'il fonde au château de Caldicot, au pays de Galles, reflète les ambitions politiques et le passé militaire d'Edmund. Le château est une forteresse plutôt qu'un palais, construit pour la défense plutôt que pour le confort. Le quotidien de Margaret s'articule autour des besoins et des préférences d'Edmund, ses propres désirs n'étant pris en compte que lorsqu'il n'entre pas en conflit avec ses priorités. La façon dont Edmond gère l'héritage de Marguerite révèle à la fois son sens politique et son mépris fondamental pour elle en tant qu'individu. Il entreprend immédiatement de réorganiser ses biens, nommant ses propres hommes comme intendants et baillis. Les revenus des terres de Marguerite sont détournés pour financer les campagnes militaires et les activités politiques d'Edmond, sans tenir compte de ses préférences ni de ses préoccupations. Margaret observe ces changements avec une compréhension croissante de sa situation. Riche en apparence, elle est impuissante en pratique. Son héritage fournit les ressources nécessaires aux ambitions d'Edmund, mais elle n'a aucun pouvoir sur leur utilisation. Elle apprend qu'être une noble signifie être un bien précieux plutôt qu'une personne dotée d'un pouvoir d'influence. La situation politique en Angleterre en 1446 et 1447 est de plus en plus instable, les tensions s'accentuant entre les différentes factions de la noblesse. La position d'Edmond Tudor, partisan de la cause lancastrienne, le met, lui et Marguerite, en danger, tandis que l'opposition à la faiblesse du règne du roi Henri VI se renforce. Marguerite se retrouve prise dans des conflits politiques qu'elle n'a pas choisis et auxquels elle ne peut échapper. Fin 1456, alors qu'elle a 13 ans et qu'elle est mariée à Edmond, bien plus âgé, elle découvre qu'elle est enceinte. Cette nouvelle lui apporte à la fois joie et terreur. Joie, car donner naissance à un héritier est son devoir premier d'épouse, et terreur, car elle comprend les dangers physiques d'un accouchement pour une personne de son âge. Les connaissances médicales médiévales sur la grossesse et l'accouchement sont limitées et souvent dangereuses, faisant de chaque grossesse une condamnation à mort potentielle. La grossesse de Marguerite se poursuit pendant l'hiver 1456 et jusqu'en 1457, à une époque où les tensions politiques en Angleterre atteignent leur paroxysme. Edmund est fréquemment absent de chez lui, impliqué dans des campagnes militaires qui l'empêchent d'apporter le moindre soutien à Margaret pendant sa grossesse difficile. Elle affronte les défis physiques et émotionnels de la maternité imminente pratiquement seule, assistée uniquement par des domestiques et des sages-femmes. La situation politique se détériore encore davantage lorsqu'Edmund Tudor est capturé par les forces yorkistes en août 1456. Il est emprisonné au château de Carmarthen, où il meurt de fièvre en novembre 1456. Margaret, enceinte d'environ 7 mois, apprend la mort de son mari alors qu'elle doit faire face aux difficultés physiques et émotionnelles liées à sa grossesse avancée. La mort d'Edmund laisse Margaret dans une situation précaire. Veuve enceinte,
riche, mais sans protecteur masculin, elle est à la fois précieuse et vulnérable. L'enfant qu'elle porte pourrait être un garçon qui héritera des titres et des terres d'Edmund, ou une fille qui subira le même sort que Margaret. Quoi qu'il en soit, le bébé naîtra dans un monde où la violence politique et les mariages arrangés sont monnaie courante. Marguerite commence le travail au château de Pembroke, au pays de Galles, le 28 janvier 1457, à l'âge de 13 ans. L'accouchement est difficile et dangereux, comme c'est souvent le cas pour une personne de son âge. Au Moyen Âge, les accouchements sont assistés par des sages-femmes dont les connaissances reposent sur l'expérience plutôt que sur une formation médicale, et les taux de mortalité, tant pour les mères que pour les bébés, sont effroyablement élevés. Le travail dure des heures, et Margaret ressent des douleurs qu'aucune adolescente de 13 ans ne devrait endurer. Les sages-femmes font de leur mieux pour l'aider, mais leur méthode se limite à des remèdes à base de plantes et à des prières. La petite taille de Margaret rend l'accouchement particulièrement difficile, et il arrive que la vie de Margaret et de son bébé soit en danger. L'enfant qui émerge de cette épreuve est un fils, sain et fort malgré les circonstances de sa naissance. Marguerite le prénomme Henri, en hommage au roi, un choix politique qui témoigne de sa loyauté indéfectible à la cause lancastrienne. Le garçon deviendra Henri VII, premier roi Tudor d'Angleterre. Mais en janvier 1457, il n'est qu'un nouveau-né dont la survie dépend de la capacité de sa mère, âgée de 13 ans, à naviguer dans le monde dangereux de la politique médiévale. Le rétablissement de Marguerite après son accouchement est lent et difficile. Les soins médicaux médiévaux pour les jeunes mères sont minimes, et le traumatisme physique d'un accouchement si jeune la laisse faible et vulnérable. Elle n'aura jamais d'autre enfant, bien que cela soit dû à des complications médicales liées à la naissance d'Henri ou à d'autres facteurs. Ce qui est certain, c'est que l'expérience de la grossesse et de l'accouchement à 13 ans a des conséquences profondes et durables sur sa santé et sa vision de la vie. Les premiers mois de la vie d'Henri sont marqués par l'incertitude et le danger. Margaret est une veuve avec un fils en bas âge, entourée d'ennemis politiques qui seraient ravis de les éliminer tous les deux pour s'approprier son héritage. Elle doit trouver un moyen de se protéger, elle et son enfant, tout en naviguant dans le réseau complexe d'alliances et d'inimitiés qui caractérise la noblesse. Pour sortir de sa situation vulnérable, Margaret cherche à se remarier, cette fois avec un homme capable de la protéger, elle et son fils. Son choix se porte sur Sir Henry Stafford, le fils cadet du duc de Buckingham. Ce mariage, son troisième, diffère de ses précédents car Margaret elle-même joue un rôle plus actif dans les négociations. Henry Stafford a environ 30 ans, ce qui le rend nettement plus âgé que Margaret, mais pas assez pour être son grand-père. C'est un soldat et un courtisan expérimenté qui comprend les réalités politiques de l'époque. Plus important encore, il est prêt à protéger le fils de Margaret et à respecter son rôle de mère d'Henri, ce qui n'était pas garanti dans les mariages du XVe siècle. Le mariage de Margaret avec Henry Stafford a lieu en 1458, alors qu'elle a 15 ans. Cette cérémonie est plus restreinte et plus privée que ses précédentes, reflétant à la fois la situation politique et l'évolution de la situation de Margaret. Elle n'est plus une vierge de valeur marchandée contre un avantage politique, mais une veuve avec un enfant en quête de protection et de stabilité. La relation de Margaret avec Henry Stafford s'avère être la plus stable et la plus encourageante de ces unions. Stafford la traite avec un respect et une affection sincères, lui permettant de développer ses capacités intellectuelles et de commencer à participer à des activités politiques. Sous sa protection, Margaret commence à émerger comme une figure politique à part entière plutôt que comme un simple bien de valeur. Les années de mariage de Margaret avec Henry Stafford, de 1458 à 1471 après Jésus-Christ, marquent une période de stabilité relative dans sa vie personnelle. Alors que l'Angleterre sombre dans le chaos de la guerre des Deux Roses, Margaret utilise cette stabilité pour développer ses compétences politiques et commencer à construire le réseau d'alliances qui aidera finalement son fils à revendiquer le trône. Durant cette période, Margaret s'implique profondément dans la cause lancastrienne, usant de sa fortune et de son influence pour soutenir la faction qui, selon elle, offre les meilleures perspectives d'avenir à son fils. Elle noue des relations avec d'autres familles nobles, apporte un soutien financier aux campagnes militaires et commence à comprendre le véritable fonctionnement du pouvoir dans l'Angleterre médiévale.
La formation politique de Margaret durant ces années est complète et pratique. Elle apprend à lire les signaux subtils qui indiquent des changements d'alliance, à comprendre les facteurs économiques qui influencent les décisions politiques et à reconnaître les motivations personnelles qui influencent l'action publique. Plus important encore, elle apprend à utiliser sa richesse et sa position sociale pour influencer les événements plutôt que de simplement y réagir. La mort d'Henry Stafford en 1471 marque la fin du mariage le plus stable de Marguerite et le début de son ascension comme l'une des femmes les plus puissantes d'Angleterre. Aujourd'hui âgée de 28 ans, elle a l'expérience de la politique et de la vie de cour, et est déterminée à assurer l'avenir de son fils, quels que soient les obstacles qui se dresseront sur sa route. Margaret épouse pour la 4e et dernière fois Thomas Stanley, comte de Derby, un homme dont la flexibilité politique et l'instinct de survie sont comparables aux siens. Stanley est un noble puissant qui a su conserver sa position malgré de multiples changements de régime, ce qui en fait un partenaire idéal pour les ambitions politiques de Margaret. Leur mariage, célébré en 1472, est un partenariat fondé sur le respect mutuel et des objectifs politiques communs. Sous la protection de Stanley, Marguerite commence à s'affirmer plus ouvertement en politique. Elle entretient une correspondance avec d'autres familles nobles, apporte un soutien financier aux causes qu'elle défend et commence à se positionner comme une faiseuse de rois potentielle. Son fils Henri est toujours en exil, mais Marguerite prépare le terrain pour son retour en Angleterre. Les années 1470 et 1480 sont une période d'intense activité politique pour Marguerite. Elle navigue dans l'univers complexe et dangereux du règne yorkiste sous Édouard IV, puis Richard III. Toujours à l'œuvre pour défendre les intérêts de son fils, elle évite le sort des nobles qui se trompent dans leurs choix politiques. Sa survie et son succès durant cette période témoignent des compétences politiques qu'elle a développées depuis son enfance, alors qu'elle n'était qu'un pion impuissant. La relation de Marguerite avec Richard III est particulièrement complexe et dangereuse. Lorsque Richard s'empare du trône en 1483, Marguerite doit choisir entre accepter le nouveau régime ou tout risquer pour soutenir les prétentions de son fils. Sa décision de soutenir l'invasion de l'Angleterre par Henri en 1485 après Jésus-Christ représente l'aboutissement de décennies de planification politique et de sacrifices personnels. La bataille de Bosworth-Field, en août 1485, marque le triomphe de la longue campagne de Marguerite pour assurer l'avenir de son fils. La victoire d'Henri Tudor sur Richard III fait de lui le roi Henri VII et transforme Marguerite, autrefois intrigante politique, en mère du monarque régnant. Elle a aujourd'hui 52 ans et a atteint un niveau de pouvoir et d'influence qui aurait été inimaginable lorsqu'elle a été mariée à l'âge de 12 ans. La position de Margaret en tant que mère du roi lui confère une autorité sans précédent pour une femme de son époque. Elle reçoit le titre de « Madame la mère du roi » et exerce une influence sur les nominations à la cour, les décisions politiques et les mariages royaux. Elle a transformé sa richesse héritée et ses expériences douloureuses en un véritable pouvoir politique. L'ironie du succès de Margaret est qu'il se fait au détriment de son propre bonheur et de son épanouissement. Elle a passé toute sa vie adulte à se battre pour l'avenir de son fils, sacrifiant ses propres désirs et opportunités pour assurer sa position. Sa victoire est totale, mais elle est aussi creuse. Elle a gagné du pouvoir, mais a perdu la possibilité d'un bonheur personnel. Les dernières années de Marguerite sont marquées à la fois par le triomphe et la tragédie. Elle voit son fils établir la dynastie Tudor et assurer le trône à ses descendants. Mais elle éprouve aussi la douleur de survivre à nombre de ses contemporains et de voir le monde politique qu'elle a contribué à créer se développer au-delà de son contrôle. Elle meurt en 1509 après Jésus-Christ, peu de temps après son fils, après avoir vécu assez longtemps pour voir son petit-fils Henri VIII commencer son règne. L'héritage de Margaret Beaufort s'étend bien au-delà de sa famille immédiate. Elle est considérée comme l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire anglaise, une figure qui a transformé un traumatisme personnel en autorité politique. Son histoire illustre à la fois les contraintes imposées aux femmes dans la société médiévale et la manière dont des individus exceptionnels pouvaient transcender ces contraintes grâce à l'intelligence, à la détermination et à la réflexion stratégique. L'influence de Marguerite sur l'histoire anglaise est profonde et durable. Par son fils Henri VII, elle est l'ancêtre de tous les monarques Tudors suivants, dont Henri VIII et Élisabeth I.
Ses compétences politiques et sa réflexion stratégique ont contribué à établir l'une des dynasties les plus prospères de l'histoire anglaise. Son histoire démontre que même dans les sociétés qui limitaient sévèrement les opportunités des femmes, la détermination et l'intelligence individuelle pouvaient surmonter des obstacles apparemment insurmontables. La transformation de Margaret Beaufort, d'une jeune mariée impuissante à l'une des femmes les plus influentes de l'histoire anglaise, témoigne de la résilience humaine et de l'habileté politique. Elle a appris à utiliser le système même qui l'opprimait comme un outil pour atteindre ses objectifs, transformant sa richesse et son statut de noblesse en un véritable pouvoir politique. Son histoire est à la fois inspirante et tragique, démontrant à la fois les possibilités et les coûts de l'ambition dans un monde qui offre aux femmes peu d'opportunités d'autodétermination. La dévotion religieuse de Margaret, dans ses dernières années, donne une autre dimension à son caractère. Elle s'implique profondément dans les activités religieuses, fondant des écoles et soutenant des institutions religieuses. Cette orientation spirituelle peut représenter à la fois une foi authentique et une forme de pénitence pour les compromis politiques qu'elle a fait tout au long de sa vie. Ces activités religieuses servent également des objectifs politiques, renforçant sa réputation et lui offrant un autre moyen d'exercer son influence. La complexité du caractère de Marguerite est peut-être mieux illustrée par sa relation avec son fils Henri VII. Elle l'aime profondément et a tout sacrifié pour sa réussite, mais elle le voit aussi comme l'accomplissement de ses ambitions politiques. Leur relation est à la fois véritablement affectueuse et politiquement stratégique, reflétant la manière dont les motivations personnelles et politiques s'entremêlent dans la vie des nobles médiévaux. L'histoire de Margaret éclaire également le contexte social et politique plus large de l'Angleterre du XVe siècle. Son expérience reflète l'instabilité et la violence de la guerre des Deux Roses, le rôle du mariage et des alliances politiques, et la manière dont les femmes pouvaient exercer leur influence malgré les restrictions légales et sociales. Sa vie offre une fenêtre sur un monde où la survie politique exige une vigilance constante et une réflexion stratégique. La vie de Margaret est riche en documents, fournissant aux historiens des informations détaillées sur ses expériences et ses motivations. Sa correspondance, ses documents financiers et les témoignages de ses contemporains dressent un portrait saisissant d'une femme à la fois façonnée par son destin et déterminée à le façonner en retour. Les archives historiques révèlent à la fois son sens politique et ses luttes personnelles. L'influence de Margaret sur l'éducation et les institutions religieuses durant ces dernières années témoigne d'un autre aspect de sa personnalité. Elle utilise sa richesse et son influence pour soutenir l'apprentissage et la dévotion religieuse, cherchant peut-être à laisser un héritage positif au-delà de ses réalisations politiques. Ses bases éducatives reflètent à la fois ses propres intérêts intellectuels et sa compréhension de l'importance de l'éducation pour maintenir une influence sociale et politique. Le lien entre les expériences personnelles de Margaret et ses activités politiques révèle comment un traumatisme individuel peut se transformer en influence sociale. Ses mariages d'enfance et son veuvage précoce lui ont appris les réalités du pouvoir et l'importance de la réflexion stratégique. Ces expériences douloureuses ont été le fondement de sa réussite politique ultérieure. L'histoire de Marguerite soulève également des questions sur la nature du pouvoir et de l'action dans la société médiévale. Si elle acquiert une influence et un succès remarquables, elle le fait au sein d'un système qui restreint fondamentalement les opportunités des femmes. Son triomphe est à la fois une victoire sur l'oppression et une acceptation de celle-ci, illustrant les négociations complexes nécessaires à la survie et au succès dans les sociétés hiérarchisées. Les dimensions psychologiques du personnage de Margaret sont particulièrement fascinantes. Elle fait preuve d'une résilience et d'une détermination remarquables, mais aussi d'une volonté de sacrifier son bonheur personnel à des objectifs politiques. Sa vie affective demeure largement occultée par les archives historiques, mais ses actes témoignent d'un amour profond pour son fils et d'une détermination farouche à assurer son avenir. Les relations de Margaret avec d'autres femmes de son époque offrent une autre perspective sur son personnage. Elle évolue dans un monde dominé par les hommes, mais elle noue également des liens avec d'autres femmes nobles qui partagent ses expériences et ses difficultés. Ces relations lui apportent à la fois un soutien personnel et des opportunités politiques, illustrant la manière dont les femmes pouvaient créer des réseaux d'entraide malgré les restrictions sociales. La dimension économique de l'histoire de Margaret est également significative. Son héritage financier constitue le fondement de son influence politique, mais elle se révèle également une habile gestionnaire de ressources financières.
Sa capacité à utiliser sa fortune de manière stratégique témoigne à la fois de son intelligence et de sa compréhension du lien entre pouvoir économique et influence politique. L'histoire de Margaret continue de résonner dans les débats contemporains sur le rôle des femmes en politique et dans la société. Son expérience illustre à la fois les obstacles rencontrés par les femmes dans les systèmes dominés par les hommes et la manière dont des individus exceptionnels peuvent les surmonter grâce à leur intelligence, leur détermination et leur réflexion stratégique. Son héritage inspire les femmes confrontées à des défis similaires dans des contextes historiques différents. La documentation des activités religieuses de Margaret durant ces dernières années révèle une autre dimension de sa personnalité. Elle s'implique de plus en plus dans les institutions religieuses et les œuvres caritatives, peut-être en quête d'épanouissement spirituel et d'un héritage positif. Sa dévotion religieuse pourrait également représenter une forme de pénitence pour les compromis politiques qu'elle a fait tout au long de sa vie. L'influence de Marguerite sur le développement de la monarchie anglaise s'étend au-delà de sa famille immédiate. Ses compétences politiques et sa réflexion stratégique ont contribué à établir des précédents en matière d'autorité royale et d'organisation de la cour, qui ont influencé le gouvernement anglais pendant des générations. Son histoire illustre comment les actions individuelles peuvent avoir des conséquences historiques considérables. La tragédie de l'histoire de Margaret réside dans le coût personnel de sa réussite politique. Elle acquiert un pouvoir et une influence remarquables, mais seulement au prix de son propre bonheur et de son épanouissement. Sa vie illustre les choix douloureux auxquels sont confrontées les femmes dans des sociétés qui offrent peu de possibilités d'autodétermination et de satisfaction personnelle. Les dernières années de Marguerite sont marquées à la fois par le triomphe et l'isolement. Elle a atteint le but de sa vie, assuré le trône de son fils, mais elle a également survécu à la plupart de ses contemporains et se retrouve de plus en plus isolée du monde politique qu'elle a contribué à créer. Sa mort en 1509 marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle phase de l'histoire anglaise. L'héritage de Margaret Beaufort rappelle la relation complexe entre l'action individuelle et la contrainte sociale. Son histoire démontre que même dans des sociétés qui limitent sévèrement les opportunités des femmes, des individus exceptionnels peuvent trouver le moyen d'exercer leur influence et d'atteindre leurs objectifs. Sa vie est à la fois source d'inspiration et de mise en garde, illustrant les possibilités et les coûts de l'ambition dans des systèmes sociaux restrictifs. Vous vous trouvez maintenant dans l'ombre de l'abbaye de Westminster, où Margaret Bowen repose sous un monument qui témoigne de sa vie extraordinaire. L'effigie de bronze la représente vêtue de la robe d'une noble femme, les mains jointes en prière, le visage serein dans la mort, mais la pierre ne peut capturer le feu qui brûlait en elle. La détermination qui a transformé une enfant impuissante en l'une des femmes les plus influentes de l'histoire anglaise. Mariée à 12 ans et enceinte à 13 ans, cette jeune fille est devenue mère de roi, fondatrice d'une dynastie et architecte de son propre destin remarquable. Elle a appris à jouer le jeu du pouvoir avec des maîtres qui se croyaient la posséder, et elle a si bien joué qu'elle a fini par les posséder. Dans un monde où les femmes étaient censées être silencieuses et soumises, Margaret Beaufort a trouvé sa voix et l'a utilisée pour changer le cours de l'histoire. Son histoire résonne à travers les siècles, rappelant que même les plus démunis peuvent trouver le moyen de prendre leur destin en main. Enfant brisée, elle s'est reconstruite en femme d'acier, transformant sa douleur en but et son traumatisme en triomphe. La jeune fille de 12 ans qui, autrefois, restait silencieuse pendant que les hommes décidaient de son avenir est devenue la femme qui a décidé de l'avenir de l'Angleterre elle-même.